Excellences, chers collègues et amis enseignants, Mesdames et Messieurs, nous arrivons au terme de 2 longues journées, très riches, très denses, et c'est un redoutable honneur que d'avoir été invité à vous présenter les conclusions de ces 2 journées. Je voudrais donc d'abord remercier les organisateurs pour leur confiance et j'espère que je ne les décevrai pas. Nous sommes réunis pour célébrer le 20e anniversaire de la journée des enseignants. Ce 5 octobre est un peu spécial et il a revêtu un éclat particulier. Je rappelle 2 journées de rencontres, de riches débats, 4 ateliers pour examiner chaque facette de notre thématique, une consultation en ligne dont nous a rendu compte M. Adoubra, un keynote speech auquel j'emprunterai beaucoup dans mes conclusions, une cérémonie de remise des prix, un concert ce soir, et tout cela n'est pas trop pour célébrer ce que Oliver Long a appelé la noble profession d'enseignant. À ce stade, je voudrais remarquer l'importance de l'assistance qui a répondu à l'appel à l'invitation de l'UNESCO. Cette salle 4, les salles du rez-de-chaussée, ont été sans cesse bien remplies. Le grand nombre d'États membres qui ont été représentés, sans compter parmi nous les représentants de la Commission européenne, de l'OCDE, du Bureau international du travail, du Commonwealth of Learning, etc. Ce matin encore, il y a eu une nouvelle session intitulée « Enseignants du XXIe siècle ». C'est donc 2 journées d'une exceptionnelle importance que nous allons maintenant, résumer rapidement. Je vous propose ce résumé en 3 parties, comme une bonne dissertation à la française. La première partie, ce sera une réponse à la question que vous avez posée, où en sommes-nous, c'est-à-dire un état des lieux. La deuxième partie, ce sera une réponse, où allons-nous, ce seront les recommandations. Et ma troisième partie, ce seront des messages institutionnels. Alors, première partie, où en sommes-nous? L'état des lieux, que je diviserai en constat d'abord et en analyse de ce constat. Le constat, je citerai Madame Bokova ce matin, qui a parlé de « a global learning crisis ». En quoi consiste cette crise? D'abord, on a beaucoup répété l'énorme besoin d'enseignants dans le monde entier. Monsieur Tang a rappelé, et Madame Bokova aussi, les statistiques fournies par l'Institut de l'UNESCO. Il est bon de les rappeler et de les garder en mémoire. D'ici 2015, l'éducation primaire aura besoin de 1 600 000 enseignants supplémentaires. En 2030, le monde aura besoin de 3,3 millions d'enseignants de plus dans le primaire et 5,1 millions d'enseignants supplémentaires pour le premier cycle de l'enseignement secondaire. On a rappelé la démographie croissante et le nombre croissant de jeunes et de moins jeunes qui frappent à la porte de l'école. Rappelons aussi que l'éducation est désormais une constante transversale à tous les champs de compétences de l'UNESCO. On parle d'éducation et développement durable, éducation et sciences, éducation et culture, éducation et mémoire du monde. Tout cela crée une importante pression sur les enseignants et la nécessité de répondre à cet appel. Dans le programme Éducation pour tous, post-2015, l'accent reste mis sur la scolarisation de tous les enfants, mais en plus, et de nouveau, on insiste aussi désormais sur la qualité de l'enseignement. Autrement dit, il faut relever un double défi, quantitatif et qualitatif.
Alors, à partir de ce constat, nous avons entendu des situations très contrastées selon les pays. On nous a dit, par exemple, que les enfants qui réussissent le mieux sont ceux qui ont les meilleurs enseignants. Exemple, des pays comme la Finlande, Singapour, South Korea, Ontario have the best teachers, they recruit the best echelon graduates. J'emprunte cette citation au professeur Husbands. Mais par ailleurs, tout n'est pas aussi rose pour tout le monde. On a entendu parler de graves difficultés. Le collègue de la Fédération française pour l'UNESCO a opéré une mission en Afghanistan et il nous en ramène un témoignage accablant. Des enseignants sous-qualifiés, sous-diplômés. Il y a donc des extrêmes, des situations très contrastées, mais ce qui me frappe, c'est qu'il y a de grandes constantes dans tous les pays. D'abord, la crise de la vocation. On a du mal à recruter et à fidéliser les bons enseignants. Je viens de parler de l'Afghanistan. Les meilleurs, nous dit-on, vont vers les métiers de la traduction qui payent mieux. En France, nous n'arrivons pas toujours à pourvoir tous les postes mis au concours aux deux concours de recrutement, le CAPES et l'agrégation. Les enseignants préfèrent souvent aller vers le privé où peut-être, leur semble-t-il, ils ne rencontreront pas un certain nombre de difficultés. L'absentéisme des enseignants, on le montre du doigt, et on le montre du doigt avec d'autant plus de force que les familles sont désolées quand devant leur enfant, il n'y a pas d'enseignants. Peut-être que l'absentéisme des enseignants n'est pas pire que l'absentéisme dans d'autres métiers, mais peut-être est-il moins visible. Alors, à partir de ce constat, nous avons entendu des éléments d'analyse. Pourquoi? Comment on arrive là? Pourquoi? Eh bien, première raison, les conditions de vie et de travail des enseignants. On a beaucoup insisté dans les ateliers sur la sécurité. Là aussi, des exemples un peu effrayants. En Afghanistan, toujours, on peut mourir, je cite, sur le chemin de l'école. La tête d'une enseignante est mise à prix, $700. Mais pourquoi aller si loin? Dans notre atelier, une dame, chef d'établissement en France, a expliqué qu'elle était menacée de mort par un élève et sa famille. Il y a donc des problèmes de sécurité. Nous avons tous entendu parler de ce terrible fait divers juste avant les vacances d'une enseignante poignardée, en France même, par la mère de son élève. On parle beaucoup des incivilités des élèves. C'est un euphémisme, comme on sait, pour cacher ce qu'il y a derrière. Mes propres étudiants, quand ils me parlent, hésitent à s'orienter vers l'enseignement secondaire à cause des difficultés. Les uns fuient vers l'enseignement primaire en pensant que là, au moins, les incivilités seront moins pénibles, et les autres veulent aller vers la recherche en se disant à l'université, il y aura sans doute moins de problèmes. C'est vrai. Là-dessus, et pour résumer ce problème d'insécurité, je voudrais rappeler à ceux qui l'ont vu ce très beau film avec Gérard Depardieu qui s'appelle « Le plus beau métier du monde ». Et si vous avez ce film en mémoire, je crois que le titre aurait pu être « Les risques du métier ». Mais c'est tout de même, nous en sommes d'accord, tous les enseignants dans la salle, le plus beau métier du monde. Deuxième raison de ces difficultés, les conditions matérielles d'exercice de leur métier. Le Mali a résumé toute une série de problèmes qui se retrouvent à des degrés divers dans d'autres pays. J'en cite quelques-uns. Les effectifs pléthoriques, vous vous reconnaissez dans ces problèmes ici et là. L'espace scolaire inadapté, on a parlé tout à l'heure du climat scolaire
Donc climat, espace scolaire, il y a des recherches qui sont en train de se faire sur ces thèmes au Canada. Le matériel didactique qui est insuffisant, inadapté, voire inexistant. La fracture numérique qui fait que certains enseignants ne sont pas formés ou sont privés pour des raisons diverses des ressources informatiques. L'Ouganda nous a parlé d'un enseignant qui fait des kilomètres pour aller enseigner. Et cela m'a rappelé ce magnifique documentaire que l'UNESCO a coproduit l'année dernière, si vous vous en souvenez, et c'était sur le chemin de l'école. Si vous vous en souvenez, ces élèves qui vont à l'école en poussant des petites brouettes dans lesquelles il y a leurs frères ou leurs parents handicapés. C'est extraordinaire. On a évoqué aussi, dans ces conditions matérielles de travail, la corruption qui existe ici ou là et qui fait que les moyens ne vont pas toujours là où ils seraient les plus nécessaires. Et enfin, une mauvaise coordination de la solidarité internationale qui fait que toutes les bonnes volontés se manifestent, mais sans se coordonner pour des effets qui finalement ne sont pas durables. Troisième raison de ce mal-être des enseignants, leur statut. Encore une fois, il ne faut pas généraliser. J'essaie de donner des exemples empruntés ici et là. On a parlé de salaires insuffisants. Dans tel pays, on me dit qu'un enseignant gagne 37 € par mois, qu'un enseignant du supérieur, 307 € par mois. Mais je suis sûre que tous les enseignants dans la salle trouvent que leur salaire n'est pas à la hauteur de leur formation et du travail qu'ils fournissent. Donc des salaires insuffisants. On parle même de prolétarisation des enseignants. Leur image se dégrade. Là encore, ne pas généraliser. Naguère, l'enseignant était un notable dans sa communauté. Aujourd'hui, manque de respect des élèves, des familles. Là encore, il y a de grandes disparités. Grandes disparités dans le statut des enseignants, d'un cycle à l'autre, à l'intérieur d'un même cycle, entre enseignants du public, enseignants du privé, enseignants titulaires, contractuels. Cela a été évoqué. Il serait bon que, tout en maintenant les spécificités, il y ait un statut d'enseignant plus clairement défini. Enfin, dans l'atelier auquel j'ai participé, on a beaucoup parlé des syndicats qui sont censés défendre les intérêts de leurs adhérents. Trop corporatistes, disent les uns. Trop proches des milieux politiques, disent les autres, ce qui diminue leur crédibilité. On a parlé, le Togo a demandé quelle culture pour les syndicats, quelle culture syndicale. Et également, le Mali a évoqué le besoin de formation des syndicats pour qu'ils représentent peut-être mieux et défendent mieux les intérêts de leurs adhérents. Au terme de cette analyse que vous avez vue, j'ai essayé de rendre en ombre et lumière. Il n'y a pas que des ombres, il n'y a pas que de la lumière. Alors, que faire ? Deuxième partie, les recommandations. Faut-il baisser les bras ? Non. J'emprunterai une fois de plus à mes prédécesseurs des formules. Oliver Young dit « There are glimpses of hope ». Moi, je suis plus optimiste que ça. Il y a plus que des glimpses of hope. Et le professeur Husbands dit « Je suis optimiste, I believe in teachers ». Alors, ces recommandations à deux niveaux. Un bon enseignant et un bon enseignement. Je ne reprendrai pas tout ce qu'ont dit mes collègues dans les ateliers. Ils sont allés en profondeur et je n'ai pas le temps d'aller en profondeur. Mais je voudrais néanmoins relever quelques éléments. L'enseignant d'abord. Je cite « Every child has a right to a good teacher ». A good teacher. Mais qu'est-ce que c'est qu'un bon enseignant ? Comment répondre à cette question ? Chacun de nous se souvient de tel enseignant qui l'a marqué et dont il se souvient de l'enthousiasme
qui a su communiquer ses connaissances, son enthousiasme, qui a marqué les élèves. N'oublions pas qu'on enseigne ce que l'on sait, mais on enseigne aussi ce que l'on est. Et un bon enseignant, c'est déjà quelqu'un qui sait communiquer sa confiance et son enthousiasme. Je voudrais ici, et je remercie mon collègue qui m'a rappelé cela, Éric Guichard, lorsqu'Albert Camus a reçu le prix Nobel, il a rendu hommage à son instituteur qui l'a marqué et dont il a gardé le meilleur souvenir. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un bon enseignant ? Eh bien, c'est d'abord celui qui a reçu une bonne formation initiale. Alors, 3 requis de base. D'abord, un savoir solide, ce sont les connaissances académiques qui sont gardiennes de la crédibilité de l'enseignant. Quand on recrute des enseignants mal formés, sous-formés, c'est très difficile qu'ils gardent leur image et leur crédibilité devant les élèves. Donc, une solide formation académique, le savoir. Deuxième prérequis, le savoir-faire, c'est-à-dire les compétences pour transmettre ce savoir. Et enfin, je voudrais ajouter le savoir-être. Là, j'emprunterai ces remarques au collectif L'école changée de cap, qui est représenté parmi nous. Il faut que l'enseignant bénéficie d'une formation psychosociale. Il faut former les enseignants à la psychologie de l'enfant, de l'adolescent. Il faut, ici, je voudrais distinguer ce qu'on n'a peut-être pas suffisamment fait entre éducation et enseignement. Et là, je me reporte à Edgar Morin, que tout le monde connaît, et en particulier à cet ouvrage remarquable qui s'appelle « La tête bien faite ». Dans cet ouvrage, et dès le début, il fait la distinction entre l'enseignement, qui est l'art de transmettre des connaissances au niveau cognitif, et l'éducation, qui est bien plus. C'est la mise en œuvre des moyens propres à assurer la formation et le développement d'êtres humains, pas seulement de cerveau, mais d'êtres humains. Et le programme de l'éducation pour tous post-2015 va tout à fait dans ce sens, puisqu'elle insiste sur le fait qu'il faut former des élèves à la citoyenneté mondiale. On va former des citoyens, et ça, c'est l'éducation. Il faut former les enseignants à gérer des publics de plus en plus disparates et diversifiés. Il faut les former à l'inclusion. Et là, je voudrais rappeler le colloque qu'a organisé la Commission française avec l'UNESCO sur l'éducation inclusive, une formation à inventer. Vous trouverez la page de titre à l'extérieur et si vous souhaitez le volume entier, écrivez-nous à la Commission française. Nous vous ferons un plaisir de vous l'envoyer. Donc, le bon enseignant, c'est celui qui a une bonne formation initiale. Mais c'est aussi celui qui a une bonne formation continue. Je cite là encore le professeur Husbands, « Great teachers are learners », c'est-à-dire qu'un bon enseignant apprend lui-même tout au long de sa vie. La formation continue est encore malheureusement le parent pauvre de la formation des enseignants. On a aussi beaucoup insisté pour un bon enseignant, c'est un enseignant autonome. Il faut respecter l'autonomie des enseignants. Il faut les écouter, leurs problèmes, leurs motivations. C'est le bottom-up approach. Ce n'est pas leur parachuter des décisions comme on le fait trop souvent. Il faut leur laisser la liberté d'innover. On a beaucoup parlé de l'innovation pédagogique dans leur classe. Et vous vous souvenez de cette diapo du professeur Husbands où on voyait un enseignant sur la tête, les pieds en l'air, et pourquoi pas, si c'est la bonne façon d'enseigner et d'intéresser ses élèves. Il faut les associer, ça a été dit et redit, au processus de décision qui les concerne, à l'élaboration des programmes,
à la conception des manuels scolaires. Il faut encourager, je ne veux pas revenir sur ce qu'ont dit mes collègues, mais il y a des choses qui m'ont frappée. Il faut les encourager à la réflexion sur leurs propres pratiques. Il faut pour cela se rapprocher des chercheurs, de la recherche-action, et c'est ce que fait notre très belle chaire UNESCO, dirigée par Luc Ria, qui est intervenu tout à l'heure. Promouvoir l'effet de démultiplication. Ceux qui étaient présents à la cérémonie de ce matin ont vu qu'un très beau prix a été attribué au projet du Panama qui s'appelle Teachers Teaching Teachers. Effet de démultiplication. Enfin, l'atelier de l'innovation, je retiendrai beaucoup de choses, mais je ne dirai qu'une chose, c'est inciter l'enseignant à ouvrir ses portes, c'est votre formule, et à partager leur capital professionnel. Enfin, rassurer l'enseignant, lui rendre sa confiance en lui. On a dit tout à l'heure, Luc Ria l'a dit, que quelquefois ils se sentent mal aimés. Il faut les aider, les soutenir. Là encore, la façon dont le dit le professeur Husbands est la meilleure. Great teachers need to be cared and nursed. Enfin, un enseignement de qualité. Là, j'irai beaucoup plus vite parce que tout a été dit sur les 2 points que je voulais développer, l'innovation pédagogique et l'utilisation des technologies de la communication et de la formation. L'innovation pédagogique, je retiendrai juste une formule. Pourquoi pas un Facebook de l'éducation permettant aux enseignants d'échanger, de partager, favoriser les co-observations, les analyses croisées, avoir une vue systémique, vous l'avez entendu, du professeur Mérieux, c'est-à-dire les enseignants, les formateurs, les chefs d'établissement, c'est un petit peu tout cela. Il y a un mouvement européen dans ce sens, c'est School Leadership. Les nouvelles technologies, je voudrais faire état d'une conversation que j'ai eue au café le premier matin en arrivant, d'un collègue qui me disait surtout enlever le mot « nouvelle ». Les familles n'aiment pas le mot « nouveau ». L'homme nouveau, ça fait peur. Les nouvelles technologies, ça fait peur. Les nouveaux programmes, on se demande qu'est-ce qu'il va y avoir dedans. Donc on va enlever « nouvelle », mais néanmoins, importance des technologies, de l'information et de la communication. Il faut rappeler qu'il s'agit d'un moyen et non pas d'une fin en soi. Comme la langue d'Ésope, ça peut être la meilleure et la pire des choses. Utile pour la formation continue des enseignants, utile pour élargir l'accès à l'enseignement à des publics qui ne pourraient pas y avoir accès sans cela, utile pour l'inclusion, etc., etc. Notre collègue a donné toute l'importance de ces technologies. Mais il faut absolument obtenir l'adhésion des enseignants à ces technologies. Il faut les former à les utiliser. Au fond, il faut les former à la culture de leurs élèves. Les élèves d'aujourd'hui passent leur temps sur leurs tablettes, sur leurs outils numériques, et il faut intégrer dans la pédagogie, dans l'innovation pédagogique, ces technologies nouvelles. Ça n'est pas simple. Et encore une fois, on demandera aux enseignants ce qu'on ne cesse de leur demander, c'est-à-dire de s'adapter, de continuer à progresser, à se former. Mais ça, c'est une remarque personnelle. Surtout, ne pas remplacer l'enseignant par les technologies. Les deux, et je pense, enseignante que je suis, que le contact face à face entre l'élève et l'enseignant reste vraiment primordial. Alors, il me reste les messages institutionnels. Je crois que je suis allée trop vite, parce que j'avais peur d'être hors du temps. Les messages dans 2 directions. Les gouvernements, les policy makers et l'UNESCO. On n'en a peut-être pas suffisamment parlé. Les gouvernements, d'abord. Il faut leur rappeler qu'ils doivent investir dans l'éducation. Là encore, dans le keynote speech de l'ouverture, on a entendu « Teaching matters ».
and will matter more and more. C'est-à-dire que l'enseignement, c'est très important pour un pays. Je reprendrai la formule qui n'est pas tellement surannée ni désuète de Jacques Delors. L'éducation, un trésor est caché dedans. Et ce trésor, il est à tous les niveaux. L'éducation, à l'heure de la mondialisation, de la compétition internationale, chaque pays a besoin de pouvoir compter sur des ressources humaines au plus haut niveau de compétences et de formation possible. L'éducation, c'est aussi le facteur de la croissance. L'éducation, c'est l'insertion professionnelle, les problèmes de chômage, inutile d'y revenir. L'éducation et la cohésion sociale avec la restauration de l'équité. Là, je voudrais citer Luc Ria. Veiller, et il faut rappeler ça au gouvernement, veiller au développement professionnel implique de l'investissement et des moyens, une volonté politique. Ce n'est pas seulement la cerise sur le gâteau, c'est un investissement à long terme. On a dit également qu'il faut que les gouvernements clarifient leur vision de l'éducation, de façon à ce que les enseignants sachent comment ils se situent par rapport à cette vision. Les gouvernements doivent travailler à restaurer la reconnaissance, l'autorité des enseignants en prêtant une attention particulière à leur statut, à leur salaire et à tout ce que nous avons énuméré tout à l'heure comme problème. Une meilleure distribution des enseignants de qualité. En effet, j'ai été frappée par ce que j'ai entendu dans un atelier pour pouvoir recruter et conserver des enseignants dans les zones d'éducation prioritaire, celles où il y a des enfants à problème, à besoins particuliers, comme on dit maintenant. Il faut pouvoir recruter de très bons enseignants avec des mesures incitatives, des primes, un logement, a-t-on dit, voire des avantages de carrière. Mais ceci est important. J'ai fini. On m'avait donné jusqu'à 20. Florence, je resterai dans ma limite. Réduire la fracture numérique dans une société d'équité. Et enfin, on a beaucoup insisté, promouvoir le dialogue social. Dieu sait qu'on parle du dialogue. Et chaque fois qu'on en parle, c'est pour dire qu'il a échoué entre les uns et les autres. Donc, promouvoir le dialogue social à tous les niveaux. Au niveau local, au niveau national, au niveau international. Et c'est ce qui m'amène aux recommandations en direction de l'UNESCO. Le message à l'UNESCO. Premier message, et ça c'est le privilège de l'UNESCO, construire la paix dans l'esprit des hommes, c'est dans son acte constitutif, c'est sa mission numéro 1. Sans la paix, il n'y a pas d'enseignement de qualité possible. Vous l'avez entendu dans les pays en conflit. Nous avons la chance d'avoir avec l'UNESCO un institut, l'institut qui est à Genève, le BIE, qui a été baptisé récemment Centre d'excellence pour les curricula. Eh bien, cet institut pourrait avantageusement se pencher sur les manuels scolaires dans les zones en conflit, car j'ai eu l'occasion de voir certains manuels scolaires qui sont des bréviaires de la haine. Et on ne peut pas avoir un enseignement de qualité avec ce genre de manuel, eh bien que l'UNESCO joue son rôle sur ce plan-là. Deuxième recommandation à l'UNESCO, assumer pleinement son rôle de leadership pour l'éducation pour tous post-2015. Maintenir l'importance de l'éducation dans ses programmes, dans son budget. Nous allons avoir dans quelques mois la conférence générale. Et je rends hommage à l'UNESCO car depuis plusieurs années, même en période de budget de restriction, de budget difficile, l'éducation est restée la priorité fondamentale. Donc, on souhaite que l'UNESCO maintienne cette priorité et donne à ses services chargés de l'éducation les moyens
les moyens en ressources humaines et en ressources budgétaires de mener à bien leur mission. Autre message vis-à-vis des États membres. L'UNESCO a 2 rôles à jouer. Advocacy, je ne sais pas comment on traduirait en français, mais c'est très bien en anglais. Advocacy, c'est encourager les pays à se doter de politiques éducatives, leur rappeler l'importance de l'éducation à tous les niveaux. Tout pays a droit à un enseignement de qualité à tous les niveaux, pas seulement l'éducation de base, mais jusqu'à l'enseignement supérieur et la recherche. Et la deuxième mission auprès des États, c'est capacity building, c'est-à-dire non seulement les persuader de l'importance de l'enseignement et des maîtres, mais aussi de les aider à mettre en place ces politiques et à former ces enseignants de qualité. Enfin, le rôle normatif de l'UNESCO. Il y a eu beaucoup d'interventions, je n'y reviendrai pas, sur la fameuse recommandation de 1966. Faut-il la transformer en convention plus contraignante? La réponse a été non, finalement. Nous avons un instrument. Il faut surtout veiller à sa bonne diffusion. Un collègue de l'Afrique du Sud nous a dit qu'il avait organisé un sondage auprès d'une centaine d'enseignants. Il n'y en avait pas la moitié qui connaissaient la recommandation de 1966. Mais sans aller en Afrique du Sud, sortez à Paris, allez voir les enseignants et demandez-leur s'ils connaissent la recommandation de 1966. Donc il faudrait que l'UNESCO assure une meilleure diffusion, de mieux faire connaître cette recommandation et en même temps mieux utiliser cet outil qui a le mérite d'exister et soutenir les experts dont le rôle est de veiller à sa bonne application. En conclusion, puisqu'il me reste que quelques poignées de minutes, beaucoup de recommandations au terme de ces 2 journées, beaucoup d'analyses, un état des lieux clairvoyant, des recommandations concrètes qui ont été faites, vous les avez toutes, vous les aurez reproduites. Je crois que tout le monde a compris l'importance à travers ces 2 jours de la vérité de ce que j'ai entendu dans la bouche d'Oliver Young. Teachers are custodians of civilization. C'est l'avenir de nos civilisations que de soutenir et d'encourager les enseignants. Si le programme esquissé est réalisé, si les moyens sont donnés pour un enseignement de qualité, des enseignants de qualité, alors je crois qu'on aura atteint l'objectif idéal, c'est de créer la joie d'enseigner chez les enseignants et la joie d'apprendre chez les élèves. Je n'en veux pour preuve que les badges, que les stylos que vous avez préparés pour ces 2 journées et qui représentent ces 3 visages illuminés par le sourire. Et c'est l'image que je souhaite garder de ces 2 jours. Je vous remercie.